La tiny house, c'est une maison qui ne laisse pas de traces, qui veut dire que ça peut partir de l'endroit et on ne saurait jamais que c'était là. Ceux et celles qui viennent visiter ma maison diraient que c'est tout à fait une maison normale. J'ai tous les conforts, j'ai le chauffage, j'ai l'électricité, je fais un travail comme toute autre personne. Samantha Oswald est architecte. Depuis 6 mois, elle vit enfin son rêve dans ces 13 mètres carrés construits de ses mains. Une maison légère, mobile et économe. Maintenant, vivant dans la tiny house, je sais exactement combien de litres d'eau je consomme, je sais combien de propane je brûle, je sais comment faire que ma maison ça chauffe, je sais que le panneau solaire ça va me suffire pour l'électricité. Ah ouais, là on voit que ça charge la batterie, donc il y a un peu de soleil sur le panneau solaire. Je vais bientôt devoir rechercher de l'eau. Là, il y a un bidon de 25 litres, il ne me reste pas beaucoup. Le but, c'est aussi de viser une certaine autonomie. Et c'est souvent cette autonomie-là qui pose des problèmes administratifs. Ce nouveau type d'habitat non fixe et non raccordé aux canalisations est un casse-tête pour la réglementation, qui a donc décidé de l'ignorer. C'est ce qu'a découvert Samantha quand elle a voulu installer sa tiny house à Montreux, sur le terrain d'amis. On a préparé un dossier qu'on a envoyé à la municipalité de Montreux et ça a été refusé parce qu'ils ont traduit la phrase tiny house comme mobil-home. Et pour la loi, les mobil-homes, c'est dans les campings. Samantha n'a donc pas eu le choix. C'est un peu nouveau comme concept, les tiny houses. C'est pour ça aussi qu'on ne sait pas vraiment dans quelle case les mettre. En revanche, une chose est sûre pour l'administration, la tiny house étant construite sur un châssis sur roue, elle doit être immatriculée. Moi, je suis architecte, mais je ne suis pas compétente pour construire des véhicules. Donc j'ai dû faire passer une inspection par un carrossier. Et j'ai fait une inspection au service des autos. On est arrivé sur la piste des services des autos avec ce machin. Il y a tous les inspecteurs qui disent ah, c'est quoi? Pour construire sa maison, Samantha a déboursé 30 000 francs en matériaux, plus 6 mois de travail, soit un coût total évalué de 60 000 francs. À cela s'ajoute la place de camping, 400 francs mensuels près d'Aigle, et les frais de déménagement. 120 francs fin octobre, quand elle a dû quitter le camping où elle avait passé l'été, les pieds dans l'eau. Ça, c'était génial. Je me sentais vraiment privilégiée, en fait. Vous m'avez posé la question avant de la marginalité de ce mode de vie, mais en fait, moi, il y a des gens qui payent des dizaines de milliers de francs pour avoir une vue, une maison avec vue sur le lac. Ça m'a renforcée dans la choix d'avoir choisi de faire ça. C'est après la crise financière de 2008 aux États-Unis que l'idée s'est propagée. Plus qu'un rêve, d'abord une nécessité, pas cher et sans terrain. Puis le concept est devenu un mode de vie et même une série sur Netflix. En traversant l'Atlantique, ses vertus écologiques ont pris le dessus. La tiny est souvent construite avec du recyclable et évite a priori le bétonnage. Certains pays apprécient et s'adaptent, mais pas la Suisse, où la tiny reste un ovni. Il peut y avoir un peu le rêve bucolique des grands espaces américains où on peut se poser un peu n'importe où quelques jours. Ce projet-là, effectivement, il est probablement pas possible en Suisse ou difficilement réalisable en dehors d'aires qui ont été prévues pour ça. Encore une fois, des zones de camping ou d'autres types de zones que prévoiraient les communes. Ce qui compte, c'est pas tellement le fait qu'il y ait des roues ou pas, mais c'est vraiment l'intention de rester un certain temps au même endroit. Par contre, le souhait d'habiter dans une petite maison, il est tout à fait réalisable à l'intérieur de la zone à bâtir, avec un permis de construire qui n'est pas une étape infranchissable. Pas infranchissable, mais lourd. Une 60aine de pages pour ce permis de construire déposé pour des tiny houses par l'architecte Nazario Branca. Avec l'association pour l'habitat léger, il milite pour alléger une réglementation jugée inadaptée et décourageante. Alors, il y en a qui abandonnent et d'autres qui s'installent illégalement.
soit dans des terrains privés à l'écart, soit en bordure de forêt. Les habitants des tiny houses cherchent une certaine simplicité de vie et cette simplicité n'est pas du tout en phase avec une procédure de demande définitive complexe et de longue haleine. La Confédération a créé un règlement, les cantons aussi et les communes ont leur propre règlement. Du coup, il y a un ensemble de lois qui se superposent et qui sont très complexes. Une complexité que ne pouvait pas imaginer l'association genevoise Toit pour tous, qui propose des hébergements d'urgence dans des lieux provisoirement inutilisés. L'association avait acheté ces tiny houses de 15 mètres carrés, y voyant une solution souple pour les sans-abri qu'elle aide. L'idéal était de pouvoir, sur des terrains vacants, disposer, implanter ces tiny houses et peu de temps après, les installer sur un autre terrain disponible. C'était ça l'idée, un éco-village qui soit nomade, vraiment un projet développement durable, donc qui ait le moins d'impact possible environnemental. Donc on imaginait des tiny houses avec panneaux solaires, on imaginait des mini-stations d'épuration, un circuit fermé finalement d'eau, parce qu'on trouve ça innovant et c'est dans l'air du temps. Mais ce n'est pas dans le règlement et pas question de dérogation. La commune qui a prêté le terrain a eu beau alerter le Conseil d'État, rien à faire. Il a fallu obtenir un permis de construire et fixer au sol les tiny houses par des canalisations conçues pour durer des décennies. Nous sommes partis du point zéro qui est l'entrée du terrain et nous avons creusé sur environ 250 mètres une canalisation, enfin une tranchée, 1,20 m de profondeur dans laquelle nous avons mis un tuyau de 120 mm de diamètre pour des habitations qui sont amenées à disparaître. Donc c'est vrai que c'est un travail onéreux, un travail lourd pour quelque chose qui est temporaire. Pour l'instant, elle a le nom tiny house effectivement, mais ça reste une villa puisqu'elle est fixe de par son alimentation d'eau et de par son assainissement. Pour nous, c'est une aberration. Notre projet est totalement à caractère temporaire. On vient s'inscrire là où il y a des terrains qui sont disponibles sur une courte période. On aimerait que les autorités comprennent combien il est nécessaire de faciliter ces autorisations. Parce que sinon on arrive à une situation ubuesque où on ne peut pas en fait implanter ces tiny houses alors qu'elles sont très pratiques. On est face à des lois qui doivent évoluer. Le type d'habitat évolue, donc on doit faire évoluer aussi les lois. En attendant, quand l'éco-village devra se déplacer à la fin de l'année vers un autre terrain, les canalisations ne pourront pas être emportées, elles ne sont pas réutilisables. Il faudra alors tout recommencer à zéro, permis de construire, assainissement et tout le reste. Une perte colossale de temps et d'argent pour une association qui ne vit quasiment que de dons. Corinne, bonsoir. Bonsoir Patrick. Alors en Suisse, ces tiny houses, ça concerne combien de personnes ? C'est impossible à dire, hein. Il n'y a pas de chiffre, puisque officiellement, les tiny houses n'existent pas dans la réglementation, donc elles ne sont pas répertoriées. On pense qu'il y en a quelques milliers. Alors, a priori, on ne les trouve pas en pleine nature, hein, parce que vu la densité de population, elles seraient vite repérées et vite éjectées. On pense qu'elles sont surtout sur des terrains privés. Alors, dans les cantons où l'octroi des petits permis, hein, les permis qui concernent les cabanons, par exemple, revient aux communes, on peut toujours argumenter auprès de sa commune que c'est une annexe à côté d'une maison en dur. Mais sinon, pour les autres, c'est le régime de la clandestinité. Mieux vaut rester discret. Les premières sont arrivées quand ? C'est comme aux États-Unis, c'est lié à la crise économique ? En Suisse, ça fait moins de 10 ans. Hein. Et effectivement, il y a des raisons économiques, hein, parce que plusieurs dizaines de milliers de francs pour un logement, ça intéresse beaucoup de monde. Mais il y avait déjà les mobil-homes ou les caravanes. En fait, pour les tiny houses, la motivation, elle est surtout écologique. Hein. On utilise des matériaux recyclés ou recyclables. On consomme le moins possible d'eau, d'électricité, de chauffage. Bref, on essaie de réduire au minimum son empreinte sur l'environnement. Et puis s'ajoute maintenant une motivation sociale parce qu'on s'est aperçu qu'en fait, c'était une solution alternative assez idéale pour loger des sans-abri ou des mal logés. Sauf que la réglementation ou l'absence de réglementation rend tout ça très compliqué, voire impossible. Mais alors justement, dans d'autres pays, la réglementation, elle est beaucoup plus souple. En tout cas, un pays juste à côté, la France, a une loi, et déjà depuis 2014, qui reconnaît l'existence juridique de l'habitat allégé, en fait, dont font partie les tiny houses. Et donc, ça leur permet de s'installer, par exemple, sur des terrains agricoles et naturels, dans des zones qui ont été, en fait, définies comme telles par des communes. Donc, en fait, c'est à l'appréciation des communes. Elles ne sont pas obligées d'avoir ce type de zone, mais elles peuvent, en tout cas, la loi leur permet. Corinne, merci pour toutes ces précisions.